donc sur l'économie circulaire sociale et solidaire. Donc, les modalités que vous connaissez, évidemment, parce qu'on a tous l'habitude pas mal des visios, mais évidemment, vu le nombre, d'être plutôt en micro coupé, et vous avez tout un espace chat pour poser vos questions. Donc, on vous invite à poser vos questions au fur et à mesure des interventions, et puis on aura un temps pour y répondre. Encore une fois, merci d'être très nombreux, ça fait plaisir. Donc, on sent que ça répond vraiment à des demandes et à des enjeux du moment. Donc, merci à tous d'être vraiment présents. Ce webinaire, ce 4e, il s'inscrit aussi dans une continuité d'un dernier webinaire qui avait été également consacré au réemploi des matériaux du bâtiment, qui a eu lieu en octobre et qui a permis aussi de dresser un panorama un peu introductif sur ces questions-là. Et là, l'idée, au vu des questions, c'était aussi de pouvoir zoomer un petit peu plus sur les problématiques à l'échelle d'un chantier de déconstruction, rénovation et construction. Voilà pour les éléments introductifs. Comment ça va se passer? Donc, c'est un petit format. Donc, on a 1 heure, 2 intervenants aujourd'hui. Noémie Colleux de la Centrale du Réemploi à Rennes, donc qui va voir le jour de façon opérationnelle dans 1 an, qui va nous évoquer les problématiques plutôt de conduite de projet et de levier sur l'assurabilité, puisque c'était une des problématiques où vous étiez très en demande, et puis avec le retour d'expérience de la Grande Halle de Colombelles, avec Valentin Blanlot du WIP, donc qui est une grande expérience assez poussée sur le réemploi des matériaux du bâtiment. Voilà, avec évidemment entre les deux, si le temps nous le permet, mais dans tous les cas, à la fin, un temps d'échange et de réponse aux questions. Avant de passer la parole aux intervenants, moi, je voulais vous, en quelques mots, en quelques minutes, vous proposer un petit panorama aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont sur ces problématiques-là, qui travaillent et qui ont développé leur activité sur le réemploi des matériaux du bâtiment. Donc, sans aller dans le détail, mais ça vous montre un petit peu la dynamique et les acteurs en présence qui vont sur des domaines d'activité, que ce soit de l'approche ingénierie, AMO, diagnostic, jusqu'à l'approche opérationnelle de dépose, collecte, plateforme de vente, etc. Donc, c'est en plein développement. Voilà. Donc, les profils des structures sont assez variables. On a de la recyclerie de matériaux à des plateformes aussi particuliers, mais aussi professionnels, des structures d'études et d'ingénierie plutôt, des structures aussi d'insertion qui font aussi, qui s'inscrivent pas mal dans la dépose. Enfin voilà, le profil est assez varié. Je vous laisserai le découvrir par la suite, puisque ce sera des choses qui sont transmises. Et donc, avec ce réseau d'acteurs aussi, donc, qui est animé depuis 1 an par la CRES, puisqu'il y avait une grosse demande d'échange aussi et de mise en réseau de ces acteurs-là, notamment. Donc, l'enjeu, il est bien de fédérer et de lever les freins qui sont aussi rencontrés par les acteurs pour développer leur activité, monter en compétences, mais aussi aider au changement d'échelle. Donc, sans aller dans le détail, mais évidemment, donc ça, les activités sont de l'ordre de tout ce qui est de la mise en réseau, avec des rencontres régulières, de l'échange de pratiques, mais aussi beaucoup les axes qui sont travaillés, qui vont être d'autant plus travaillés, c'est la coopération qui se met en place entre les acteurs pour pouvoir répondre de façon commune aux maîtres d'ouvrage, puisqu'on sent que c'est aussi une demande et que parfois à l'échelle d'une structure, c'est compliqué de répondre à l'ensemble de la demande, mais bien de développer des offres communes un peu clés en main pour les maîtres d'ouvrage. Voilà, je vais assez vite sur ces questions-là, on pourra y revenir par la suite, et vous verrez, il y a une plaquette qu'on a éditée, donc vous aurez toutes les infos également. Voilà pour les éléments introductifs. Je propose de laisser la main à Noémie Colleux, qui va nous parler de toutes les questions d'assurabilité et de levier à l'échelle d'un chantier. Donc, je te laisse la main pour 20 minutes, un petit peu
d'intervention. À toi, Noémie. Je ne sais pas si moi je vois le diaporama, tout le monde voit, j'imagine. Voilà, c'est bon. Donc, j'imagine. Donc, Noémie Colleux, très rapidement pour me présenter. Je suis consultante chez Elan. Il me reste 4 semaines. Ça faisait 4 ans que je travaillais dans cette entreprise qui m'a permis de faire de l'AMO réemploi sur des projets de déconstruction et de construction. Donc, la majeure partie du contenu que je vais vous présenter ce matin, c'est issu de mes retours d'expérience sur ces 4 années au sein de Elan. Et comme vous l'a dit Bettina, je rejoins le projet La Centrale du Réemploi, qui est le projet de plateforme de réemploi porté par l'association Bâti Récup pour porter ce projet-là en tant que coordinatrice. Donc, concernant le sujet qui nous intéresse ce matin, le réemploi des matériaux à l'échelle d'un projet de bâtiment, on va commencer déjà par regarder quels sont les scénarios de réemploi possibles si on part d'un chantier A fictif de rénovation. Donc, en partant d'un chantier A, les matériaux qui vont être en bon état, qui vont pouvoir alors être soit conservés sur le projet futur ou réemployés in situ. Ça, c'est le premier scénario. La différence entre conservation et réemploi, la conservation, le matériau va rester en place sur le projet. Le réemploi in situ suppose une dépose propre de ce matériau pour stockage temporaire pendant la durée du chantier et repose sur le chantier futur de construction. Ça peut être intéressant pour des matériaux tels que des revêtements de sol, par exemple, qui doivent être protégés ou enlevés pendant la durée du chantier. Le deuxième scénario pour ces matériaux qui sont en bon état, mais qui n'ont pas d'usage dans le futur projet, c'est de s'orienter vers un réemploi ex situ. Ce réemploi ex situ, il peut être fait en direct vers un chantier B, et ce chantier B peut aussi nous approvisionner en matériaux de réemploi sur notre chantier A. On parle alors d'approvisionnement extérieur en réemploi. Cette solution, elle est intéressante, mais dans la pratique, elle est compliquée parce qu'il faut faire coïncider les plannings de l'opération et les sujets logistiques. On préfère alors vous proposer en général ce troisième scénario qui est aussi de faire du réemploi ex situ, mais de passer par des plateformes de réemploi spécialisées ou des recycleries locales. Donc, ce sera le cas de la centrale du réemploi, évidemment, mais c'est le cas aussi de toutes les autres plateformes présentes sur le territoire. Ces plateformes, elles permettent de faire le lien aussi avec d'autres projets, donc un chantier C, par exemple, où on récupère de la matière, on redistribue vers le territoire. Et évidemment, ces plateformes et les recycleries, ce sont des acteurs qui peuvent vous approvisionner aussi en réemploi pour votre besoin sur le chantier A. Donc ça, c'est vraiment les 3 scénarios potentiels sur le réemploi. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus au comment, quelles sont les méthodes pour un projet de déconstruction? Ensuite, je vous détaillerai les méthodes pour le projet de construction. Et voilà, on va faire l'un puis l'autre. Donc, sur la déconstruction, 3 phases, avant le chantier, pendant le chantier et après le chantier. Déjà, avant le chantier, une bonne pratique, c'est la réalisation du diagnostic PEMD. Vous pouvez y être soumis réglementairement si votre opération de démolition ou de rénovation significative est de plus de 1000 m². Dans le cas où vous n'êtes pas soumis à ce diagnostic PEMD réglementaire, une bonne pratique, c'est de faire un diagnostic ressources. Ces 2 diagnostics, ils vont permettre en fait de vous donner un inventaire des matériaux qui ont un potentiel de réemploi sur votre opération ou vers les filières du territoire. Il peut se composer de fiches ressources, comme vous voyez à l'écran. Ensuite, la deuxième étape, c'est de lancer une consultation pour l'entreprise de curage. Ici, l'important, c'est de traduire les résultats et les bilans de votre diagnostic PEMD ou ressources en objectifs chiffrés pour le marché de démolition et de curage. Ici, veillez bien à formuler des demandes auprès de l'entreprise d'engagement en termes de moyens et de résultats sur les objectifs chiffrés. Ensuite, désignation de cette entreprise de curage-démolition. Assurez-vous que la démarche est bien comprise et que les moyens proposés par l'entreprise sont adéquats. Ici, vous avez un exemple de réponse de mémoire technique de l'entreprise Bâti Cycle et Tricycle
qui nous détaille en fait les méthodes de conditionnement et de récupération des dalles de faux plafond. Donc, ça permet vraiment d'apprécier si la démarche de réemploi est comprise et les moyens mis en œuvre sont adaptés. Ensuite, toujours sur ce chantier de déconstruction, pendant le chantier, on passe alors sur une phase de suivi d'exécution. Ici, l'important, c'est vraiment de suivre les travaux de l'entreprise de curage et de veiller à ce que les matériaux soient bien déposés et conditionnés proprement pour être envoyés vers les filières de réemploi et que le contact et le lien avec ces filières de réemploi se réalisent bien. Rien de pire que de déposer proprement des matériaux et que ces matériaux-là finissent finalement à la benne parce que l'acteur du réemploi n'a pas pu se déplacer dans les temps, il a été prévenu trop tard. Ensuite, veillez aussi au suivi administratif en compilant tout ce qui va être attestation, facture, don, transfert de propriété et aussi transférer les informations et notamment les fiches ressources qui auront été établies dans le diagnostic PEMD ou ressources aux repreneurs puisque ce seront les nouveaux propriétaires de ces matériaux. Ensuite, une bonne pratique, c'est de pouvoir suivre les objectifs tout au long du chantier avec potentiellement des grilles de suivi que vous pouvez aussi intégrer dans vos marchés de curage qui permettent à l'entreprise de vous faire un peu des reportings au fil de l'eau des matériaux qui peuvent être envoyés vers les filières de réemploi. Ça permet de suivre les objectifs tout au long du chantier. Et enfin, après le chantier, si vous étiez bien soumis au diagnostic PEMD réglementaire, vous devrez compléter un formulaire de récollement qui en fait est un CERFA qui ensuite est partagé sur une plateforme dédiée gérée par le CSTB. Et enfin, une bonne pratique, faites le bilan et les retours d'expérience sur vos pratiques, sur vos réussites, mais aussi sur vos échecs, parce que sur les sujets de réemploi, on est encore sur des sujets assez nouveaux et on fait encore beaucoup de sur-mesure, donc c'est important de pouvoir partager à la communauté vos apprentissages. Sur maintenant un projet de construction. Donc là aussi, avant le chantier, pendant le chantier, après le chantier. Première étape, si vous souhaitez vraiment atteindre des objectifs de réemploi importants et si vraiment c'est un marqueur d'identité de votre projet, de faire du réemploi, je vous conseille d'aller recruter un AMO réemploi. Lui, il va pouvoir vous accompagner tout au long du projet, vous aider dans la rédaction des clauses pour la consultation des maîtrises d'œuvre, mais aussi des entreprises travaux. Donc, au plus tôt à la phase de programme, c'est intéressant de l'associer si vraiment vous êtes dans une démarche très vertueuse. Maintenant, nous, sur certains projets, on arrive un peu en bout de conception. On arrive parfois en pro, même en DCE. En DCE, vraiment, la situation est un peu compliquée. Donc, vraiment, pensez à intégrer votre AMO réemploi à minima au moment du pro, pendant la conception. Donc ensuite, consultation de la maîtrise d'œuvre. Ici, dans vos documents de consultation, pensez à affirmer vos ambitions de réemploi et, si possible, intégrer des objectifs chiffrés pour le réemploi de certains lots de manière vraiment à affirmer votre orientation et vos ambitions. Ici, vous avez un exemple de clause de réemploi pour lesquelles, dès le programme, on avait fixé un objectif de revêtement de sol pour les moquettes, 100% seraient issus du réemploi et 50% pour les revêtements de sol PVC seraient issus du réemploi. C'est des objectifs qui peuvent être fixés quand on a une bonne connaissance des filières et des matériaux disponibles à l'échelle de votre territoire. Ensuite, définir une stratégie de réemploi. Là aussi, on est sur une bonne pratique. Le but de cette phase-là, c'est bien d'identifier les lots qui vont être à sourcer en réemploi, d'écrire des seuils de tolérance acceptés. Si par exemple, avec votre maîtrise d'œuvre, vous n'êtes pas arrêté sur des types de coloris ou sur des gabarits de certains matériaux, c'est une bonne pratique de bien le décrire dans vos documents de projet. Et aussi de coécrire en concertation avec la maîtrise d'œuvre et les bureaux d'études les processus de validation des gisements de réemploi. Comment allez-vous attester que ces matériaux peuvent être réemployés sur votre projet? Ces processus, demandez un avis de votre bureau de contrôle sur ces processus de validation que vous allez
anticipée dès la phase de conception. Toujours pendant le chantier, une fois que vous avez défini votre stratégie de réemploi, commencez le sourcing des matériaux. Plus tôt il est lancé, plus tôt vous allez pouvoir sécuriser vos approvisionnements en réemploi. Donc, à ce stade, informer en fait les plateformes, les acteurs de réemploi locaux, les recycleries ou certains fournisseurs de vos futurs besoins en matériaux et de ces fameuses seuils de tolérance acceptables. Et ensuite, toujours sur donc cette phase de DCE, commencer à intégrer des objectifs réemploi dans les marchés de travaux. Le but ici, c'est vraiment de rendre contractuel avec les entreprises travaux ces objectifs de réemploi. On a la possibilité d'intégrer un lot zéro fourniture en réemploi dans le marché de travaux, mais ça, normalement, ça vous sera un peu plus présenté dans l'exemple de Valentin dans la deuxième séquence. Ou bien, si vous n'avez pas forcément d'entreprise sur votre territoire qui sont en capacité de répondre à un lot zéro fourniture en réemploi, vous pouvez aussi intégrer des objectifs chiffrés de réemploi dans les différents lots pris par les entreprises. C'est donc les entreprises de fourniture et de pose qui sont en charge du sourcing des matériaux de réemploi et de leur mise en œuvre. Sur ce schéma-là, c'est important d'être accompagné notamment par un AMO réemploi qui facilite en fait les échanges entre fournisseurs de matériaux et entreprises travaux sur votre projet. Pendant le chantier, donc, les matériaux de réemploi sont proposés par l'entreprise titulaire du lot marché travaux ou lot zéro. Là, vous vous lancez dans le processus de validation que vous avez prédéfini en phase conception avec la maîtrise d'œuvre sur un échantillon. Si nécessaire, il est possible aussi de réaliser des tests complémentaires en laboratoire pour valider certaines performances. Vous avez juste en dessous un exemple de l'entreprise Mobus qui réalise des tests sur les dalles de faux plancher techniques avec, donc c'est des tests acoustiques sur une zone témoin. Ensuite, schéma classique, fourniture et mise en œuvre des matériaux de réemploi conformément aux règles de l'art et aux documents normatifs et obtention d'un avis positif du bureau de contrôle. Le bureau de contrôle donnera un avis. Il ne validera pas, il donne toujours un avis, mais c'est ça qui nous permet en fait de rassurer ensuite notre assureur. Ensuite, pendant le chantier, suivi administratif. Là encore, veillez à bien recueillir et archiver l'ensemble des informations concernant l'origine des produits issus du réemploi que vous installez sur votre projet. Et enfin, après le chantier, on retrouve la même chose que sur les déconstructions. Bilan RX, là aussi une bonne pratique. On partage à la communauté nos réussites et nos échecs. Donc, tous ces sujets, ils posent beaucoup de questions, notamment sur les sujets de l'assurabilité des matériaux de réemploi. Ces questions qu'on se pose, c'est à peu près tout le temps les mêmes. Déjà, comment est-ce qu'on pallie à la perte de garantie produit du fabricant sur les matériaux de réemploi? En cas de sinistre, qui en porte la responsabilité? Et comment obtenir des assureurs qui couvrent la mise en œuvre des matériaux de réemploi, tant en dommage ouvrage qu'en décennale? Déjà, sur le sujet de la décennale, un tout petit rappel, cette décennale, elle est obligatoire pour tous ceux qui participent à la construction. Donc, c'est les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs et les artisans du bâtiment. Cette décennale, elle repose sur l'obtention de deux garanties, la garantie produit et la garantie de pose. La garantie produit, elle porte sur un usage et un domaine d'emploi. Aujourd'hui, dans un schéma traditionnel, elle est fournie par le fournisseur et le fabricant de ces matériaux-là. Et sur le réemploi, certaines plateformes commencent à proposer des garanties produits. C'est le cas notamment pour Mobus, je les ai cités, qui sont situés en Île-de-France et spécialisés sur le réemploi des dalles de faux plancher techniques. C'est le cas aussi pour la plateforme CycleUp qui va proposer des garanties produits sur certains éléments qui ne concernent pas le clos et couvert et la structure. À venir, nous aussi, à Rennes, avec la centrale du réemploi, on travaille sur ces sujets de garantie produit parce qu'on sait que c'est une clé pour écouler la matière qu'on récupérera sur les chantiers. Si le fournisseur de matériaux de réemploi
ne fournit pas de garantie de produit et aujourd'hui, c'est le schéma principal de la majorité des fournisseurs de matériaux de réemploi, s'applique alors une surprime d'assurance qui, aujourd'hui, dans les retours d'expérience qu'on a pu avoir, est généralement prise en charge par la maîtrise d'ouvrage qui s'est engagée dans cette démarche de réemploi. Concernant la garantie de pose, donc elle porte vraiment sur le respect par le constructeur de la mise en œuvre des référentiels techniques normalisés. A priori, pas de modification sur cette garantie, elle reste identique. Maintenant, concernant le sujet de la dommage ouvrage, donc c'est une assurance obligatoire pour le maître d'ouvrage qui lui permet de bénéficier d'un préfinancement rapide en cas de dommages importants sur l'ouvrage affectant sa solidité. Donc, dans le cas du réemploi, la dommage ouvrage, elle doit couvrir aussi les sinistres engendrés par les matériaux de réemploi. Ici, sur les premiers projets pour lesquels on a des retours d'expérience, on n'a pas de surprime d'assurance dommage ouvrage car elle est directement liée à l'obtention de la garantie décennale et donc cette surprime aujourd'hui, elle est uniquement appliquée sur la décennale comme je viens de vous l'expliquer. Donc, finalement, quel levier pour obtenir cette décennale avec des produits de réemploi et limiter cette surprime d'assurance? Donc, les questions que l'assureur va vous poser, c'est comment est-ce que vous évaluez le caractère réemployable d'un matériau? Qui fait cette évaluation-là? Et en cas de sinistre, comment on remplace ce matériau? Et comment je peux, moi, en tant qu'assureur, évaluer le risque sans registre de sinistre? Ce qu'on retiendra sur ce sujet-là, rien n'est encore figé. Les discussions, elles sont en cours entre assureurs et acteurs du réemploi. Donc, chaque cas d'assurance aujourd'hui est spécifique et les scénarios de réemploi sont aujourd'hui étudiés au cas par cas. Ce qui importe, c'est de pouvoir présenter déjà un historique du produit, donc avoir une bonne traçabilité, connaître son origine, décrire sa vie en œuvre, décrire les méthodes de dépôt, de stockage sur chantier, de conditionnement, la chaîne des acteurs impliqués, qui l'a déposé, qui l'a transporté, qui l'a stocké, qui va le relivrer. Des détails aussi sur le site et les conditions de stockage, les éventuels reconditionneurs et des consignes de dépôt. Ce qui est attendu aussi par les assureurs, c'est la validation par un tiers. Donc, ce qu'ils nous demandent, ce à quoi ils s'attendent, c'est qu'un tiers compétent et dûment assuré s'engage sur le caractère réemployable des produits et ses caractéristiques techniques. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le détail des méthodes de déconstruction, on a un diagnostiqueur PEMD qui va pouvoir prendre en charge une partie de cet aspect-là. Certaines plateformes et fournisseurs de matériaux aussi procèdent à la caractérisation des matériaux avant leur remise sur le marché. Se pose aujourd'hui la question des ventes. Donc là, sur ces sujets PEMD et plateformes, on est plutôt sur des caractérisations avant la remise en œuvre, voire avant même la dépose pour le diagnostiqueur PEMD. Quid, du coup, des nouvelles missions des contrôleurs techniques pour attester des protocoles de test des produits et de la remise en œuvre des produits de réemploi sur le chantier. Donc ça, c'est une discussion qui est en cours et pour lesquelles aujourd'hui, rien n'a été arrêté. Au niveau toujours de l'information, on doit pouvoir constituer et présenter à notre assureur un dossier technique qui nous démontre que le produit est bien réemployé conformément aux documents techniques uniformes et aux normes et réglementations en vigueur, qu'il ne présente pas de risque en termes de respect des contraintes sécuritaires liées aux produits de construction et qu'il ait aussi une durabilité, une performance résiduelle et une durée d'usage qui est compatible avec les durées des responsabilités et des assurances, comme on l'a vu précédemment. Donc finalement, par quel lot on peut commencer? Par quel type de matériaux? Ici, j'ai voulu vous mettre un petit peu les solutions entre guillemets faciles, la première marche que vous pouvez prendre pour faire du réemploi sur vos opérations. Déjà, vous avez le sujet des aménagements extérieurs. C'est un lot pour lequel il est relativement facile de faire du réemploi de matériaux puisque les risques sont limités. Là, on peut parler de mobilier urbain, bordure de trottoir, tout ce qui est pavage, clôture, caillebotis. Vous pouvez aussi travailler sur du réemploi de végétaux avec des pépinières spécialisées et du réemploi aussi de terre.
concernant les éléments du second œuvre, ici, préférez commencer par des équipements inertes passifs, comme par exemple tout ce qui va être mobilier, WC, vasque, distributeurs sanitaires aussi non électriques, les chemins de câbles. Et dans le tertiaire, vous avez notamment les faux planchers techniques donc par l'entreprise Mobius, qui est une entreprise, je vous en ai parlé plusieurs fois, spécialisée dans les dalles de faux planchers techniques qui refournit un matériau de réemploi avec des garanties équivalentes à du neuf. Vous avez aussi les dalles moquettes plombantes de l'entreprise Textiflor. Textiflor qui est un fournisseur fabricant de dalles de dalles de moquettes plombantes et qui a développé des services pour le réemploi de ces dalles. Et Clestra aussi sur les cloisons amovibles, qui est aussi un industriel spécialisé qui a développé une offre en réemploi. Vous pouvez évidemment travailler avec vos acteurs locaux et les aider à monter en compétence sur ces sujets-là en leur apportant des assurances en achat de matériaux avec, par exemple, des contrats cadres avec certaines de vos plateformes locales ou recycleries. Ça leur permettra de monter en compétence et de vous proposer des services équivalents à du neuf. Et enfin, d'autres équipements plutôt destinés à fonctionner que vous pouvez aller sourcer en réemploi. Les équipements de cuisine, par exemple, il y a des acteurs professionnels aujourd'hui qui sont spécialisés dans le reconditionnement d'équipements de cuisine. De la même manière pour les équipements informatiques, ou sinon, vous pouvez aussi travailler avec des acteurs qui vous proposent des offres de leasing sur notamment les ascenseurs et les luminaires. Ça commence à se faire assez régulièrement. Et ces acteurs aussi sont dans une démarche vraiment de réemploi et de réparation des équipements. Donc, j'arrive au bout de la présentation pour les questions. Merci beaucoup, Noémie. Merci pour cette présentation très claire. On a une question dans le chat. Il y a eu peu de questions. Il est toujours temps d'en poser. N'hésitez pas, nous avons quelques minutes là avant l'intervention de Valentin pour répondre à vos questions. Peut-être, Pauline, est-ce qu'il y a des… Je vois une question, mais est-ce qu'il y a d'autres… Non, il n'y avait pas d'autres questions, si ce n'est la définition de PEMD. Donc, Guillaume Robin a répondu. Peut-être aller un peu plus loin sur l'explication du diagnostic PEMD. Et puis plutôt une remarque sur le déclassement technique qui facilite aussi le réemploi. Et donc, avec une question de comment être identifié comme un exutoire possible. Oui. Okay. Alors, sur cette première question, du coup, donc, diagnostic PEMD, ça veut dire produits, équipements, matériaux, déchets. C'est un diagnostic qui est une mise à jour proposée par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020, une mise à jour de l'ancien diagnostic déchets réglementaire. Ce diagnostic PEMD, il est décrit par un décret et il sera applicable à compter du 1er janvier 2022. Donc, c'est tout bientôt. Et concernant le déclassement des produits, effectivement, on peut, pour certains produits, réinventer leur usage ou les réutiliser dans certains bâtiments pour lesquels les contraintes et les normes seront moins fortes. J'ai un exemple, mais qui vient du Havre, il me semble, de dalles de faux plafonds minéral qui sont réutilisés en fait en éléments de cloisonnement pour gérer l'acoustique entre deux cloisons. Donc là, effectivement, la dalle de faux plafond, qui est un matériau qui peut être réemployable, mais qui est un petit peu compliqué à réemployer parce que c'est fragile, ça s'abîme vite et ça jaunit assez rapidement. Donc là, on a un déclassement de l'usage, on le réemploie du coup, on parle de réutilisation puisqu'on a un changement d'usage et cette matière, elle peut effectivement être réintégrée dans d'autres projets. Et pour compléter la remarque là sur l'identification par le réseau CRES, alors nous, on est
l'idée, c'est plutôt de fédérer et d'animer les acteurs en économie sociale et solidaire. Donc voilà, à partir du moment où vous rentrez dans ce cadre-là, effectivement, c'est complètement ouvert sur tout le maillon de la chaîne. Il y a d'autres questions, je crois. Oui, alors il y en a une. Donc, à quelle étape des marchés publics intervenez-vous? Alors, donc, je suis dans une phase un peu schizophrène puisqu'entre deux métiers. Donc, je vais répondre pour l'un, puis ensuite pour l'autre. Donc, pour… Peut-être là, c'est peut-être plus sur la centrale. Enfin, bon, ouais, ouais, parce que oui, ça pour fait le la lien avec MO, une autre question. La centrale du réemploi, qu'est-ce que la centrale du réemploi? Une plateforme physique, numérique, point d'interrogation. Peut-être ouais. mixer les deux questions. Donc, sur la centrale du réemploi, c'est un projet qui est en phase d'émergence, porté par le collectif Bâti Récup, de plateforme physique de réemploi de matériaux qui sera située à Rennes, sur les quartiers Kourous. Donc, on est en train de travailler pour proposer d'ici fin 2022 vraiment un stock de matériaux. Donc, la centrale du réemploi, en fait, elle va agir vraiment en tant que fournisseur de matériaux auprès des entreprises travaux qui viendront se fournir en matériaux de réemploi. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, ça peut être la centrale qui répond à un lot zéro fourniture en matériaux de réemploi si vous l'avez intégré dans vos marchés. On pourra en fait mettre à disposition ces matériaux et ce sera aux artisans et entrepreneurs d'assurer la pose de ces matériaux. Donc, on dissociera pose et fourniture. Ou le troisième scénario qui va être privilégié par certains maîtres d'ouvrage, notamment publics, quand vous avez des ambitions très fortes d'intégration de matériaux de réemploi, de préacheter la matière auprès des fournisseurs de matériaux comme la centrale du réemploi ou d'autres plateformes du territoire. Ça, c'est le cas notamment étudié par la région Pays de la Loire pour le quartier hospitalo-universitaire de Nantes, qui s'interroge sur la capacité des plateformes à fournir de très grandes quantités de matériaux pour leurs besoins du projet et qui, pour sécuriser l'approvisionnement, pourrait envisager en fait de préacheter cette matière en amont. Néanmoins, sur ce volet-là, les risques pour la maîtrise d'ouvrage sont plus importants et il y a vraiment un dialogue à avoir avec les assureurs pour s'assurer qu'on est bien dans les clous et que les risques soient maîtrisés parce que voilà, ce n'est pas une activité que vous avez l'habitude de porter. Enfin, une activité et les responsabilités qui vont avec. Merci. Je propose qu'on passe à la suite, à la deuxième intervention. Il y a encore 2-3 questions. On essaiera de les poser enfin si on a le temps du webinaire, Bettina. Oui, très bien. Donc, je vais laisser la main à Valentin Blanlot du WIP qui va nous faire un retour d'expérience sur la Grande Halle de Colombelle. Valentin, je te propose de partager toi-même ton diaporama puisque tu auras la main dessus pour le faire défiler. Est-ce que tu es là, Valentin? Oui, bonjour tout le monde. Oui, je viens de Bonjour, partager Valentin. Bonjour, je viens de partager ma présentation. Est-ce que vous la voyez bien? Moi, je la vois bien. J'imagine qu'on n'a pas de retour dans le chat, donc j'imagine que c'est le cas de tout le monde. À toi, du coup, Valentin. Eh bien, merci déjà pour l'invitation et merci Noémie pour ta présentation de grande qualité, c'était très clair. Et donc, je me présente, Valentin Blanlot, je suis coordinateur réemploi au WIP depuis 2019. Donc, mes activités principalement, c'est la sensibilisation, la formation au réemploi et l'accompagnement de maîtres d'ouvrage publics. Et on est basé à Colombelle en Normandie, donc on intervient voilà, principalement sur le territoire normand. Et en tant qu'association d'intérêt général, on anime aussi un réseau d'acteurs du réemploi en Normandie, donc un réseau de pionniers sur ces activités que Noémie a présentées. Et moi, ce matin, je vais surtout vous parler de l'expérience qu'on a eu la chance de mener sur la réhabilitation de la Grande Halle à Colombelle. C'est le bâtiment dans lequel le bâtiment qu'on gère, en fait, qui est un tiers-lieu,
et pour lequel on a pu participer au chantier de réhabilitation en intégrant des matériaux de réemploi. Juste pour commencer, le réemploi au WIPS, il est arrivé en 2016, il est arrivé finalement à la création de l'association, puisqu'avant d'occuper, de gérer le tiers-lieu de la Grande Halle, on a construit en partenariat avec le collectif ETC ce qu'on a appelé la cité de chantier, qui est un bâtiment de 250 mètres carrés qui était prévu pour être temporaire et pour pouvoir préfigurer les usages de la Grande Halle. L'enjeu, c'était en attendant le chantier de réhabilitation, c'était de faire venir le public, de développer la communauté et les usages. Et donc, dans un budget très restreint et dans un temps aussi, un planning très restreint, on a mobilisé le réemploi et notamment tous les gisements finalement de matériaux qui étaient disponibles au sein de l'agglomération, donc à proximité immédiate du chantier. Donc, c'est à peu près 80% de matériaux qui ont été réemployés. Alors, pas du tout dans les conditions évoquées par Noémie finalement, puisque c'était assez expérimental et on est sur beaucoup de détournements et de réutilisation. Ça, c'était notre première expérience. Donc, ça nous a permis d'avoir effectivement de prendre conscience de l'importance des gisements, mais aussi de prendre conscience de tout le processus à mettre en place, même si on ne l'a pas vraiment mis. Il y a plus eu là des erreurs qui nous ont permis de progresser que des bonnes pratiques, mais voilà, ça nous a permis de prendre conscience de l'importance de la logistique, de l'importance de pouvoir qualifier les matériaux, de pouvoir les reconditionner pour les mettre en œuvre. Et donc, quand le marché de réhabilitation, donc la consultation des entreprises pour la réhabilitation de la Grande Halle est sorti, il y avait un lot zéro réemploi auquel on a répondu en co-traitance avec Stéphanie Pally, qui est maître d'œuvre indépendante et qui avait une expérience dans le réemploi de matériaux. Et c'est donc là qu'on a véritablement appris à faire du réemploi, et c'est cette expérience-là que je vais essayer de vous partager. Donc le chantier de la Grande Halle, on est sur un ancien site industriel, un des derniers vestiges de la Société métallurgique de Normandie. On est sur un bâtiment qui fait plus de 3000 mètres carrés, et donc qui a été transformé en tiers-lieu circulaire, donc avec différents types d'activités. Donc on est dans un contexte de marché public, puisque le maître d'ouvrage est Normandie Aménagement. On est aussi sur un établissement qui reçoit du public. En termes d'acteurs, l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a finalement porté le sujet du réemploi et qui a su convaincre la maîtrise d'ouvrage de se lancer dans cette expérience. Donc, c'est les architectes Encore Heureux, accompagnés par le bureau d'études Albert et compagnie. Et le WIP était aussi, finalement, une des entreprises du chantier, mais on avait la particularité aussi de faire partie de la maîtrise d'usage en tant que futur gestionnaire du tiers-lieu. En termes de contexte, on était aussi sur un projet où il y avait une logique de permanence architecturale et de chantier ouvert. Ce qui a, notamment la permanence architecturale nous a aussi grandement facilité la communication avec les entreprises, puisqu'on avait sur la photo, vous voyez la cité de chantier en arrière-plan. Donc, c'était nos bureaux et le chantier. Donc, finalement, on était vraiment installés sur le chantier. Donc, on avait la possibilité d'échanger très régulièrement avec les entreprises, qui, je pense, a grandement facilité l'expérimentation du réemploi. Donc, pourquoi du réemploi à la Grande Halle? Donc, il y avait vraiment une conviction qui était partagée entre la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage, le WIP, qui avait aussi envie de poursuivre cette expérience-là. Et un engagement de la part de ces acteurs-là d'expérimenter. On était vraiment dans un cadre expérimental. Le chantier a commencé en janvier 2018 pour se terminer en octobre 2019. Et les réflexions donc, ont eu lieu à partir de 2016. Tout ça pour dire que le sujet était encore très jeune. Il l'est encore, mais il était d'autant plus en 2016.
et la volonté aussi de démontrer les possibilités qui étaient offertes par le réemploi. Donc, finalement, il n'y avait pas d'objectif de résultat, il y avait surtout un objectif de moyens, se donner les moyens d'expérimenter sur certains matériaux. Je passe sur ça. Donc, pour pouvoir expérimenter, le choix qui a été fait sur ce chantier de réhabilitation, c'était d'identifier au cahier des charges des entreprises des matériaux qui pouvaient faire l'objet d'une variante en réemploi. C'est-à-dire que le marché était complet en base, fourniture et pose de matériaux neufs, et il y avait certains matériaux qui étaient fléchés pouvant faire l'objet d'une variante en réemploi. Donc, c'est-à-dire que voilà, potentiellement, sur le projet, il pouvait y avoir des matériaux. C'était une possibilité que la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage se laissaient. En parallèle de cette identification des matériaux pouvant faire l'objet d'une variante en réemploi au cahier des charges, il y a eu la création d'un lot 1 réemploi. Donc, le 1, c'est assez symbolique. Mais l'idée, c'était de confier l'ensemble des tâches liées au réemploi, c'est-à-dire ce qu'a évoqué Noémie, donc du sourcing jusqu'à la fourniture sur chantier, en passant par la qualification des matériaux, leur acceptation par les assurances et leur reconditionnement. De confier l'ensemble de ce processus à une entreprise ou un groupement d'entreprises. Et donc, là, au WIP, avec Stéphanie Pally, et également des sous-traitants. Donc, nos sous-traitants, c'était essentiellement des artisans de l'agglomération qui avaient les compétences et l'outillage et l'infrastructure pour pouvoir reconditionner les matériaux. Donc, notre mission, ça a été vraiment de repérer, de stocker, de préparer et de fournir les matériaux. Issus des chantiers de démolition qui étaient situés dans un rayon de 30 km autour du site. C'était une des contraintes du lot réemploi. Donc, comme je disais, sans objectif de résultat, il y avait un 20% qui était indiqué à titre indicatif, et notamment qui permettait en fait aux entreprises concernées par la variante obligatoire en réemploi de chiffrer la pose uniquement en prix unitaire des matériaux qui potentiellement pouvaient être fournis par le lot 1. Et en revanche, on avait un objectif de moyens, donc de pouvoir proposer une méthodologie complète, mais également des moyens logistiques pour pouvoir assurer cette mission. Donc, identification de matériaux pouvant faire l'objet d'une variante, création d'un lot 1 en charge de tout ce processus de réemploi, et ajout d'une variante obligatoire sur chaque lot concerné. Donc, le réemploi, il n'est pas indispensable à la réalisation de l'ouvrage. La variante, elle va être utilisée en fonction des opportunités de matériaux que le lot 1 peut trouver. En revanche, les entreprises qui ont répondu avec une variante obligatoire acceptaient la pose des matériaux qui étaient fournis par le lot 1. Vous ne pouvez pas refuser. Une fois que le matériau de réemploi proposé par le lot 1 était accepté par l'assurance, était validé par l'assurance, l'entreprise devait poser ces matériaux. Vous verrez bien sûr qu'on les a inclus dans le processus on a recueilli leur avis dans le processus de validation des matériaux pour ne pas arriver à la fin en leur proposant des matériaux. Et les entreprises devaient aussi décrire les mesures prises pour intégrer le réemploi dans l'exécution des travaux, mais finalement, ça n'a rien changé par rapport à une pose en neuf, puisque notre mission, c'était de fournir certes des matériaux de réemploi, mais qui avaient toutes les caractéristiques techniques attendues pour du neuf. Et aussi, il y avait dans le critère de jugement des offres des entreprises, il y avait 10% de la note technique qui était sur ces mesures prises pour intégrer le réemploi. Est-ce que déjà sur la façon dont le marché a été construit pour pouvoir expérimenter le réemploi, c'est suffisamment clair? Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade-là? En tout cas, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on pourra peut-être y revenir après. Donc, comme je vous le disais, le lot 1, il a été géré par le WIP en partenariat avec Stéphanie Pally et aussi en sous-traitance avec différents acteurs. Donc, on retrouve l'école des ingénieurs des travaux et de la construction de l'agglomération de Caen qui nous a accompagnés notamment sur le test. On a aussi détourné des dalles de faux plafond
isolantes en laine de roche et nous étaient demandées certaines valeurs comme son hygrométrie et aussi son taux sa capacité d'être compressé. Donc, on a travaillé avec eux pour utiliser leur labo. On a aussi sous-traité avec une entreprise à but d'emploi. Donc, ça, c'est une des particularités du territoire sur lequel on est implanté, sur lequel le chantier a eu lieu. C'est un territoire avec un dispositif zéro chômeur. Donc, il y a une entreprise qui était à but d'emploi, qui était en capacité de nous accompagner sur tous les travaux de manutention et de petite valorisation, nettoyage, conditionnement des matériaux. Et on a sinon travaillé avec des artisans. Donc là, je n'ai pas mis tous nos partenaires, les logos de tous nos partenaires. Mais on va retrouver des plombiers, des menuisiers, des charpentiers, des métalliers. Et aussi, j'ai indiqué un bureau d'études qui est arrivé, non pas sur le chantier, mais après le chantier pour nous accompagner dans le retour d'expérience. Donc, je rejoins Noémie. C'est vrai que à ce stade, c'est très important de pouvoir partager nos expériences de réemploi. Donc, la Géone nous a accompagnés sur l'analyse en cycle de vie, donc la mesure des bénéfices d'un point de vue environnemental de la démarche de réemploi. Donc, la méthode qu'on a proposée, qu'on a déroulée, elle s'organise en plusieurs étapes, mais surtout en deux grandes parties. Donc, il y a finalement toute la première partie dont l'objectif, c'est de faire accepter la mise en œuvre des matériaux de réemploi. Et la deuxième phase qui consiste à les collecter, reconditionner et fournir les matériaux qui ont été acceptés. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans une démarche d'offre de matériaux, on était plutôt dans une logique de demande, c'est-à-dire on est allé collecter et reconditionner que ce qui était sûr et ce qui était accepté pour être mis en œuvre. Donc notre premier objectif, c'était dans ce périmètre de 30 km autour du chantier, d'identifier des chantiers d'honneur. Donc c'est là qu'on retrouve les chantiers B, C dans le schéma de Noémie. Et donc, pour faire ce travail-là, finalement, notre première source a été la maîtrise d'ouvrage, parce que la maîtrise d'ouvrage, en tant qu'aménageur, ils ont plein de chantiers. Donc, finalement, en regardant, déjà au sein de la maîtrise d'ouvrage, on a trouvé un certain nombre de gisements. Donc, il a fallu… Et puis, on était dans un contexte où il y avait beaucoup de déconstruction, de démolition sur l'agglomération, donc ça tombait plutôt bien. Donc, on a eu Normandie Aménagement qui a pu… fournir, qui a pu ouvrir ces chantiers de déconstruction, mais également Inolia, bailleur social, ou encore le département du Calvados. Donc, une fois qu'on a eu accès à ces chantiers, on a pu faire un inventaire, un diagnostic des ressources disponibles pour pouvoir les proposer à l'équipe de maîtrise d'œuvre, ce qui permettait d'avoir un premier avis et ce qui permettait surtout de travailler avec eux sur des suggestions d'intégration des matériaux au projet, puisqu'il dans certains cas, là c'est dans l'image que vous voyez à l'écran, c'est un exemple où le dessin a dû être modifié pour pouvoir intégrer des fenêtres de réemploi. Il y a une légère modification du projet, mais c'est aussi pour illustrer le fait que dans le lot 1, il y a une certaine souplesse à avoir sur le projet qu'on doit pouvoir adapter à la marge en fonction des gisements qu'on trouve et qu'on décide et que les acteurs acceptent d'intégrer. Je t'interromps juste 2 minutes. Il reste 5 minutes là. Voilà, du coup, petit point timing. Voilà. Merci Bettina. Et donc, une fois qu'il y a eu cette suggestion d'intégration qui a été faite par la maîtrise d'œuvre, l'idée, c'était d'avoir aussi l'avis des entreprises poseuses. Donc, avec notamment un rendez-vous sur site pour reconnaissance des matériaux et aussi avoir leur expertise. Ce qui, par exemple, nous a permis pour le réemploi de menuiseries extérieures de bénéficier de l'expertise du menuisier pour la dépose. Pour que la menuiserie puisse être déposée dans de bonnes conditions, que sa qualité puisse être préservée et donc qu'on puisse correctement réemployer ces matériaux. Toutes ces informations, on les a rassemblées dans un dossier technique
qui a permis donc de consolider les différents avis, d'avoir l'avis du bureau de contrôle et aussi de pouvoir finalement avoir l'aval de pardon, et l'acceptation de la part de l'assurance. Une fois que les dossiers nous étaient retournés comme validés par l'assurance, là, on a pu entamer les opérations de dépose, de reconditionnement et de fourniture des matériaux à pied d'œuvre. Pour toute cette étape de dépose, de reconditionnement et de fourniture, là, l'enjeu, c'était d'avoir un espace tampon de stockage. Donc, pour ça, on avait de la place sur le chantier, donc on a pu installer 150 mètres carrés de conteneurs qui nous ont servi de magasins et d'ateliers, et donc qui ont aussi permis de montrer les matériaux aux entreprises de manière très concrète. Ils pouvaient aller les voir, les toucher et nous poser des questions sur ces matériaux. Donc, c'était aussi une manière de rendre très concret la démarche pour les entreprises poseuses. Juste une petite carte pour vous dire qu'on a travaillé finalement dans un périmètre de 5 km. Donc, en vert, c'est le chantier, la grande halle. En rouge, ce sont les différents chantiers sur lesquels on a récupéré des matériaux. Et en jaune, vous avez les entreprises avec qui on a travaillé pour la valorisation de ces matériaux. Donc, de quels matériaux parle-t-on? On parle essentiellement d'équipements, matériaux de seconde œuvre. Donc, on a travaillé sur des radiateurs fonte et acier. On a travaillé sur des portes en bois massifs. On a également travaillé sur 2 portes coupe-feu. On a travaillé sur des sanitaires, vasques, WC, urinoirs, sur les équipements aussi sanitaires. Comme je disais, on a pu détourner 200 mètres carrés de dalles de faux plafond en isolant complémentaire. On a également travaillé sur des pannes, des chevrons et du déstockage de carrelage et faïence. Une petite image de l'installation de notre atelier de réemploi, donc qui est vraiment à proximité du chantier, dans la zone chantier. Donc 6 conteneurs de dernier voyage qui nous ont permis de stocker, de sécuriser surtout, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut compter sur les matériaux qu'à partir du moment où on les a sécurisés. Tant qu'ils sont sur le chantier d'honneur, on ne peut pas complètement compter dessus. Voilà, et c'est un local réemploi qui nous a aussi permis de procéder au nettoyage et à la remise en état notamment des sanitaires. Dernière info, c'est sur la mesure d'impact. Donc là, c'est là qu'on a travaillé avec le bureau d'études Géon, qui a mis au point une méthode en analyse de cycle de vie pour pouvoir rendre compte objectivement de la démarche de réemploi, ce qui peut être fait aussi en phase de conception. Là, on l'a fait plutôt dans la phase du bilan et du retour d'expérience. Mais voilà, ça permet de montrer où se situent les différents impacts matériau par matériau. Donc, on voit bien que sur l'indicateur du CO2, les radiateurs ont un impact très fort. Je décale un petit peu ça. Voilà. Après, c'est un peu plus réparti de manière homogène entre le carrelage, les fenêtres, les dalles isolant. On retrouve les appareils sanitaires. Donc là, c'est au global. Après, c'est vrai que si on regarde dans le détail matériau par matériau et de manière unitaire, on voit que les vasques et les WC, leur réemploi a un impact important en termes de carbone, puisque c'est des matériaux qui, à la fabrication, ont un impact fort. Donc, le fait de ne pas produire de nouveau ces matériaux, ces équipements en neuf, permettent de diminuer très grandement la note carbone du projet. Et je m'arrête là. Bettina, ton micro est coupé. Excusez-moi, mon micro était coupé. Oui, je disais peut-être un dernier mot sur le bilan économique, ce qui fera écho à une question que j'ai cru voir dans le chat. Oui. Alors, d'un point de vue économie du projet, donc je rappelle bien que l'objectif, c'était d'expérimenter. Donc, la maîtrise d'ouvrage s'est donné un budget pour expérimenter le réemploi. Le réemploi, il a été valorisé à peu près à 150 000 €.
il y avait 50 000 € dans la création de l'atelier de valorisation et stockage. Donc, on voit bien que les moyens qui ont été mis sur l'aspect logistique, ils ont besoin d'être mutualisés. Et c'est là qu'on voit toute l'importance et la pertinence des plateformes comme il en existe et comme se développe en Bretagne. On imagine bien que Normandie Aménagement ne va pas mettre 50 000 € sur chacun de ces projets pour assurer la logistique en réemploi. Et que c'est important de les mutualiser à l'échelle d'un territoire pour pouvoir mettre en relation ces différents chantiers. Dans cette enveloppe-là, on avait aussi une mission assez particulière là, qui était de créer le bar à partir du réemploi pour que aussi la démarche soit visible et que ce chantier serve de vitrine et serve d'exemple. Et donc 86 000 € sur la coordination et les travaux de reconditionnement, de valorisation des matériaux. C'est à peu près 1,8% du montant total des travaux, c'est-à-dire que le chantier, c'était un budget de 7,5 millions. Voilà, avec des hypothèses générales qui étaient la création du bar qui était intégré au réemploi, donc c'est typiquement le genre de choses qu'on peut retirer. La mise en place de solutions logistiques de stockage qui étaient pérennes, puisque la solution logistique qui nous coûte 50 000 €, nous, on s'en sert toujours pour les besoins de notre programmation culturelle. Ça sert aujourd'hui à stocker du matériel d'événementiel. On ne fait plus de réemploi avec, mais voilà. Et que le coût du lot réemploi, il n'était pas intégré dans le coût de chaque matériau. Et que le coût de la valorisation, pour nous, il était assez faible dans le sens où on a sous-traité avec l'entreprise à but d'emploi, donc qui est très compétitif d'un point de vue coût de la main-d'œuvre. Donc, si on essaye de se projeter, de voir avec les améliorations possibles ce que ça peut donner, on arrive plutôt à un scénario optimisé autour des 90 000 € pour le réemploi. Avec, si on ajoute les coûts qui sont estimés matériau par matériau, finalement, on observe qu'on peut faire une économie de 16 000 €, qu'on peut aussi réduire grandement les coûts logistiques, puisque là, on a mis en place quelque chose qui était pas temporaire pour le chantier, mais qui était quelque chose en dur. Voilà, et surtout, d'autres montages peuvent exister. C'est vrai que le lot 1, aujourd'hui, ça permet d'expérimenter, ça permet de faciliter la mise en œuvre d'un projet de réemploi, puisqu'on le cantonne et pardon, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est entré dans la salle. On désigne une entreprise ou un groupement en charge de toutes ces opérations. Donc, on cantonne la mission à une entreprise. Mais on peut très bien intégrer le réemploi aux différents lots. On peut aussi, comme l'évoquait Noémie, travailler directement avec des plateformes en pré-réservant ces matériaux. Enfin, voilà, il y a d'autres solutions qui sont possibles pour mettre en place et massifier le réemploi. Ok. Merci beaucoup, Valentin, de cette présentation très riche également. Alors, on est un petit peu hors délai, il est 10 heures. Je propose pour ceux qui peuvent rester qu'on prenne quand même quelques minutes pour essayer de répondre aux questions, sachant que si on ne peut pas répondre là à toutes les questions, on le fera à la suite, où on enverra en FAQ avec le replay du diaporama. Pauline, peut-être un petit point sur les questions que tu as pu recenser. Oui, alors est-ce que est-ce intégrable la RE 2020 ? Noémie ou Valentin, je ne sais pas si vous voulez répondre très rapidement, peut-être de façon très synthétique. Dans la RE 2020, du coup, pour les projets de construction neuve, il y a un mode de calcul carbone pour les matériaux de réemploi qui est très favorable au réemploi des matériaux. Un matériau de réemploi égale 0 carbone, donc ce n'est pas tout à fait la réalité, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est valorisé dans la RE 2020. Donc vraiment, le réemploi est un levier pour l'atteinte des niveaux carbone dans cette réglementation. Ok, merci. Peut-être une ou deux questions rapides.
Sur le chantier, donc, qui s'occupait de la remise en état des matériaux? Alors, plutôt une question pour Valentin. Oui, alors c'était notre mission qu'on a sous-traité, j'aime pas trop ce terme-là, mais qu'on a sous-traité avec des artisans du territoire. Et une dernière question sur est-ce que ce chantier a reçu des aides publiques? Alors, il a reçu des aides publiques. La réhabilitation de ce bâtiment a été financée par l'Europe, par la région, par l'établissement public foncier de Normandie dans le cadre du fonds Friche. Sur la partie réemploi, non, on a eu une aide uniquement pour la communication et le retour d'expérience. Donc, pour organiser un événement pendant le chantier qui a réuni à peu près 80 professionnels du bâtiment pour pouvoir discuter réemploi. Mais voilà, pour faire toutes les opérations que je vous ai présentées, on n'a pas eu d'aide. Ok. Une question qui était posée un peu en avant. Comment avez-vous contourné l'interdiction du localisme concernant l'approvisionnement sur des chantiers à moins de 30 km? Comment on a détourné? En fait, on s'est fourni dans un rayon de 5 km finalement. Donc, il n'y a pas eu besoin. Et puis, c'était une contrainte que vous vous étiez donnée, vous, en fait, c'est ça? Non, c'était une contrainte qui était au cahier des charges. Oui, ah oui, c'est vrai. Oui. C'était une manière de restreindre aussi l'expérimentation, en fait, de donner les limites de cette expérimentation. Et je pense d'ailleurs que c'est toute la limite de considérer que le réemploi, c'est 0 point de carbone, parce qu'on pourrait très bien aller chercher du bois à l'autre bout de la France et avoir un impact carbone pire que de se fournir en bois neuf au sein d'une filière locale. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais pour nous, voilà, c'était une limite dans notre travail de recherche de gisement. Mais finalement, on n'a pas eu besoin d'aller aussi loin que ça. Ok, il y avait une autre question sur les coûts et les délais de réalisation, mais je crois que vous y avez répondu dans votre intervention à la fin. Je te repasse la main, Bettina. Oui, complètement. Du coup, juste pour terminer en guise de conclusion, donc on vient de publier là, un document 8 pages autour des questions du réemploi des matériaux du bâtiment. Vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments, pas dans le détail à l'échelle d'un chantier, mais en tout cas, ça peut donner des bases. Et puis surtout sur la dynamique régionale, les acteurs en place, leurs compétences. Et puis, on n'a pas été dans ces éléments de détail là, mais on a recensé aussi un certain nombre d'acteurs et d'outils qui sont à disposition des maîtres d'ouvrage publics, qui peuvent être vraiment des outils et des références très intéressantes pour la mise en place du réemploi, l'intégration du réemploi sur vos chantiers. Rapidement, sur cette question des aides et des financements, l'ADEME, donc Eva est présente là, mais donc l'ADEME Bretagne peut aussi appuyer dans une certaine limite, tout dépend des modalités, des contextes, mais effectivement, si c'est hors réglementaire, il y a éventuellement des possibilités d'aide financière, donc je vous invite à prendre contact aussi avec l'ADEME Bretagne pour ses moyens financiers et ses outils financiers possibles. Vous dire aussi que chez les partenaires, c'est vraiment une thématique, une problématique qui est très en demande, avec des forts enjeux et des fortes dynamiques. Donc, il y a une journée cette semaine, il y a 2 jours, le 9 et 10 décembre, les journées du réseau A3P, du réseau des collectivités engagées vers l'économie circulaire, donc qui se situe à Rennes, qui est organisé par l'ADEME, et puis un parcours de commande publique et économie circulaire organisé par Reseco qui va commencer en janvier avec la question du sourcing donc, qui a été abordée par les 2 intervenants. Donc, c'est aussi essentiel dans la démarche d'intégration du réemploi pour faciliter le succès du réemploi dans les chantiers, donc qui est organisé par Reseco. Vous avez les liens d'inscription directement sur les logos dans le diaporama. Voilà. Merci
en tout cas de votre participation. Merci aux deux intervenants pour leur intervention très riche et très complète. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous allez recevoir en plus des éléments diaporama, du replay, un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir et à nous transmettre vos remarques, puisque nous, ça nous aide à affiner et améliorer nos webinaires. Donc, puisqu'on continue cette série de webinaires, donc le prochain aura lieu début mars 2022. Sur ces problématiques d'économie circulaire, sociale et solidaire. Et puis, vous avez toujours notre newsletter en lien avec l'économie circulaire auquel vous pouvez vous abonner. Voilà, on va évidemment poursuivre ces problématiques de réemploi des matériaux du bâtiment avec différents espaces de travail et outils pour l'année à venir. N'hésitez pas à revenir vers moi, vers l'équipe, ou vers les intervenants, donc ils ont leur contact dans le diaporama, pour des questions ou des besoins supplémentaires. Merci beaucoup à tout le monde, à bientôt à vous, et en espérant que c'est répondu à vos attentes. Merci beaucoup, au revoir. Merci Bettina, au revoir. Merci.